Voilà. Donc, si vous ne voulez pas vous montrer, ben, vous êtes libre de droit de ne pas activer la caméra. On vous en remercie. Donc, l'enregistrement est parti. Et donc, du coup, je vais laisser la main à Anne du 3AR. Alors, je vais essayer de… Sauf s'il y a des questions ou des remarques, tout est clair pour tout le monde. Vous pouvez réagir en bas à droite de Zoom et voilà, mettre un point ou bravo ou c'est vendredi. Voilà, vous pouvez réagir. En plus, je crois qu'il y a de plus en plus d'émoticônes sur Zoom, donc vous pouvez très bien réagir en faisant la tête, en n'étant pas content, voilà, comme ça. Enfin, voilà. C'est en bas à droite dans plus ou en réaction. Voilà, n'hésitez pas, c'est vendredi matin. Donc, Anne, du coup, je te laisse la parole. Je vais partager la présentation. Okay. Voilà. Donc, rebonjour. Je vais vous parler. Alors, en fait, je vais essayer de ne pas faire un cours. Hein, c'est juste rappeler un peu les bases de commande publique, marché public, de quoi on parle. Et ce qu'il faut garder en tête quand on parle voilà, de commande publique. Tu peux avancer encore parce qu'on parlera du réseau après si on veut. C'est autour de 3-4 items. Hein. C'est qui, c'est quoi, et puis après, on parlera du comment et comment ça concerne l'ESS. Qui est concerné, qui est soumis au code de la commande publique, et ben, c'est à la fois des opérateurs publics, que ce soit les collectivités, les donateurs publics, que ce soit des collectivités territoriales, on a des images de mairie, des bailleurs sociaux, des établissements de santé médico-sociaux. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a pas mal de structures de l'économie sociale et solidaire et qui aujourd'hui sont soumis au code de la commande publique, notamment dans le médico-social. Donc voilà, d'un syndicat intercommunal pour le parti un peu cantine, l'État, toutes les directions de l'État en région. Voilà, donc ça représente aujourd'hui à peu près 200 milliards d'euros en France. En Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas les chiffres précis parce qu'il n'y a pas vraiment d'observatoire, mais on est sur… Est-ce que vous m'entendez là, comme ça, si je parle très fort? Ouais, je vais enlever mon masque. Ouais, c'est bon, elle dit OK. Bref, ça représente un certain montant, la commande publique en France. C'est voilà, ce que je disais, 200 milliards d'euros en France, et je crois qu'on est à 18 milliards en Nouvelle-Aquitaine, avec des gros acheteurs, comme par exemple en Gironde, le département de la Gironde. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est je ne connais pas précisément le montant annuel des achats du département. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont soumis à un SPASER, c'est le schéma de promotion des achats socialement écologiquement responsables, ce qui veut donc dire qu'ils achètent pour plus de 100 millions d'euros hors taxes par an. Plus précis, pour te donner le chiffre, 170 millions d'euros par an, à peu près. La commande publique pour le département de la Gironde. 70 millions d'euros. Non, pas 70. C'est combien? 170. Je vous ai mis dans le support qu'on vous fera parvenir la petite fiche de Bercy, de la direction des affaires juridiques de Bercy, qui précise qui est soumis au code de la commande publique et puis qui va qui précise les notions de pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice, qui sont des jolis mots qui sont vraiment dédiés à la commande publique. On ne va pas détailler là, mais voilà, c'était pour notre petite culture générale collective, quelques éléments complémentaires. Le principe, c'est de dire, à partir du moment où on gère de l'argent public, eh bien, quand on le dépense, eh bien, il faut garantir une bonne utilisation de ce denier public. Donc, c'est juste du bon sens. Attends, si tu veux. À toutes. À toutes. Il y a un micro allumé. Donc voilà, donc ça c'est la définition. La commande publique, c'est un terme générique et relatif à l'ensemble des contrats passés par les personnes publiques pour satisfaire leurs besoins. Et ce sont des contrats qui peuvent ou non soumis au règlement. Donc ça englobe tous les contrats de la commande publique, y compris, et c'est là où on va en parler pas mal tout à l'heure, il y a des procédures selon les montants, on a un niveau de formalisme et de publicité qui n'est pas le même. Et notamment les marchés en deçà de 40 000 euros. On est sur des contrats qui sont dits à procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence.
donc qui est aussi une façon pourquoi pas de faire connaître son activité, la tester auprès des acheteurs publics. Aujourd'hui, il y a un texte qui s'applique. Il y avait plein de textes avant, et puis depuis 2019, le code de la commande publique est entré en vigueur. Donc, vous pouvez télécharger le texte. Je vous ai la partie législative avec l'ordonnance du 26 novembre et la partie réglementaire avec le décret du 3 décembre. Qui a été, c'est un texte qui a été enrichi là, avec les dernières lois, notamment la loi climat, et qui va vous impacter aussi, qui impacte l'achat responsable en particulier. Finalement, là, depuis 2 ans, il y a des nouvelles obligations qui s'ajoutent aux acheteurs publics qui ne sont pas dans ce code, qui sont notamment via la loi AGEC, la loi économie circulaire, qui viennent imposer aux acheteurs d'acheter des produits issus du réemploi et ou du recyclage. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs de l'ESS qui travaillent sur les questions d'économie circulaire. Donc, sur certaines familles d'achat, je n'ai pas mis le décret à l'arrêté qui répond à la loi AGEC, mais ça, si ça vous intéresse, on pourra vous le faire suivre. Certaines familles d'achat, il y a des obligations aujourd'hui entre 20 et 40% de produits sur des familles comme le textile, comme le mobilier. Bon, il y a plusieurs familles d'achat où il y a une obligation entre 20 et 40% de produits, de biens issus du réemploi. Et ça, c'est applicable depuis le 1er janvier 2021. Ouais, trop bon. Pardon, une question. Ouais. Il n'y a pas aussi une nouvelle loi sur les achats responsables et sur l'introduction de clauses réservées? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, dès que vous prenez la parole? C'est une bonne remarque. Antoine Daléas, société En Direct Service. Okay. Donc, est une entreprise adaptée. Donc, merci Antoine pour le lien avec la suite. Ouais, c'est la loi climat en fait. Vous parlez de la loi climat qui vient effectivement obliger les acheteurs à prendre en compte les objectifs de développement durable. En fait, les principes fondamentaux de la commande publique, c'est 3 principes qui sont bien connus des acheteurs. C'est respecter la liberté d'accès à la commande publique, tout opérateur, l'égalité de traitement des candidatures et la transparence des procédures. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui on a un niveau de formalisme et de publicité qui est particulier et qui dépend de seuil. Plus on achète cher, plus on a ce niveau de formalisme et de publicité. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à chaque entreprise de pouvoir répondre à la commande publique. Notamment, l'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir au TPE, PME, même si ce n'est pas toujours ressenti comme tel, mais c'est l'esprit de la loi, il est là. Et effectivement, Antoine, donc la loi climat de cet été est venue enrichir ces principes fondamentaux avec l'article L3.1 du Code de la commande publique, un objectif de développement durable. Donc, c'est la commande publique, je vous ai mis l'article, la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par ce Code de la commande publique. Et effectivement, derrière, il y a des obligations en termes d'intégration d'objectifs de développement durable dans les spécifications techniques, dans les conditions d'exécution et dans les critères. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais effectivement, donc ça conforte la prise en compte des enjeux de développement durable dans les marchés publics. Et il y a aussi le SPASIA, dont j'ai parlé tout à l'heure, le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, qui a été le contour est mieux défini avec des indicateurs et notamment des indicateurs sociaux d'achat socialement responsable. Voilà, vous avez sur cette diapo les seuils donc selon les 3 grands types de marchés, fourniture, services, travaux et puis aussi services sociaux et spécifiques. On a donc des seuils. Donc vous voyez le seuil de 40 000 €. En deçà, la publicité n'est pas obligatoire. Après, entre 40 000 entre fourniture et services, principalement, je parle de celui-là, on est entre 40 et 90 000 €. On a une publicité qui est libre ou adaptée, on parle de MAPA. Et après, en fait, plus on va avancer et plus le formalisme, plus la publicité va être difficile. Et c'est là où je pense qu'on va assez rapidement passer sur comment je trouve l'info, parce qu'effectivement, c'est là que vous voyez la publicité, plus le montant est important, plus la publicité est renforcée, donc plus la demande est connue auprès de l'offre. On vous fera passer la présentation. Ouais. Hein. Je passe ou... Oui, ça c'est...
Et ça, c'est pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Voilà, le processus d'achat en général, dans une collectivité, c'est qu'on a des élus qui définissent. Je ne vois pas tout en haut. On ne l'entend pas bien. Faut que tu nous as caché. Oui. Les choix stratégiques sont définis par les élus. Là, par exemple, le schéma de promotion des achats responsables en est un, et de ça décline une politique d'achat, un plan d'action. Les services techniques, opérationnels, prescripteurs, c'est eux qui détectent le besoin, qui l'expriment, qui élaborent les cahiers des charges, qui gèrent aussi leur panel de fournisseurs, qui font leur sourcing. Et ils sont appuyés par un service achat. Alors, les services achats, ils font dans les grandes structures, ils font le lien entre ces services opérationnels et ces services commande publique. Mais dans une plus petite collectivité, on va avoir un service commande publique qui est un service juridique qui vient vérifier la conformité de l'achat, de la procédure achat. Voilà. Et puis après, on revient sur l'exécution du contrat, sur plutôt les services prescripteurs, ceux qui vraiment achètent au quotidien. Mais je pense que Michael et Bruno en parleront après. Je ne spoile pas. Voilà pour une sorte de temps rapide, introductif de voilà, dans quel cadre on s'inscrit, avec quelques liens dans les diapositives qui pourront vous aider. Et donc, si vous voulez connaître un peu les acheteurs qui sont engagés pour une commande publique responsable en Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez déjà aller sur notre site, vous verrez nos adhérents. Donc eux qui, voilà, à partir du moment où ils adhèrent au réseau, c'est qu'il y a une volonté. Alors, c'est évidemment pas exhaustif, et on n'est pas forcément connu de tous les acheteurs publics, parce qu'il y en a beaucoup, mais vous aurez en tout cas 50 structures publiques qui font partie du réseau, donc ça peut voilà, vous permettre un peu de connaître les acheteurs engagés. Nous, en fait, notre travail, c'est vraiment nos bénéficiaires sont des acheteurs publics. Et comme on veut être en lien avec l'offre sur les territoires, on a un fonctionnement en grappe avec les réseaux de l'offre responsable, d'où les travaux en collaboration avec la CRES, avec INAE pour l'insertion, avec Interview Nouvelle-Aquitaine, avec ODI sur le bâtiment. Voilà, on travaille vraiment en grappe avec les réseaux de l'offre responsable. Voilà. Merci Anne. Du coup, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions ou des réactions. Ok. Ce qu'on vous propose là, dans un deuxième temps, c'est voilà, de vous poser la question comment, alors on en a parlé, comment accéder à la commande publique. C'est bien beau de connaître les définitions, n'est-ce pas Anne, mais comment y accéder et comment y répondre, c'est un peu la deuxième partie de notre matinée. Et donc, je vais vous inviter à cliquer sur un mural. Si vous connaissez l'outil, donc vous allez arriver sur cette page. Alors, attendez. Voilà. Et donc, on vous invite à répondre à ces deux questions à gauche et au centre du mural. Donc, vous voyez, vous avez des post-it du coup en bas. Vous pouvez cliquer dessus et marquer, voilà, répondre aux questions. Donc, comment vous y prenez-vous pour trouver l'information? Comment vous y prenez-vous pour vous faire connaître? Et si vous avez d'autres questions, en fait, qu'on puisse y répondre dans la matinée, à droite. Donc, j'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Vous avez d'autres post-it à gauche, là, avec ma main, je vais ouvrir et vous pouvez, si tous les post-it sont pris, vous pouvez cliquer et en remettre un autre de la couleur que vous souhaitez. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc là, vous pouvez répondre aux deux questions ou avoir d'autres questions. Vous pouvez répondre et avoir d'autres questions dans la foire aux questions. Donc, c'est un outil qui est assez sympa en visio parce qu'on n'a pas pu aujourd'hui faire du présentiel parce qu'on n'avait pas les moyens techniques et d'accueil. Et du coup, il y en a peut-être parmi vous aussi qui sont confort aussi avec la visio. Et donc, on vous invite à répondre à la question, aux deux questions.
Donc, comment vous y prenez-vous? Mal. Mal. Comment vous y prenez-vous pour faire connaître mal? Très bien. Réseaux sociaux. Je ne sais pas si tout le monde est connecté. Tout le monde est connecté ou? Les réseaux sociaux, dis donc. On vous laisse encore quelques minutes. Spider, c'est l'insoumis. Ah bah, tu peux compléter de manière. Alors, Ah, c'est Audrey. non plus, désolé du retard. Donc, Céline, vous n'arrivez pas à vous connecter sur le mural, c'est ça? Non, vous n'y arrivez pas, donc je vais partager pour que vous puissiez voir. Ouais, Vous pouvez mettre dans la file de la discussion partager, je vais mettre ça. Oula, j'ai arrêté là. Alors, attendez, je vous remets le mural, voilà. Voilà. On vous laisse encore une minute ou deux. D'accord. Comment... N'hésitez pas à rédiger des remarques là, sur la colonne de droite. Donc, aucune idée, réseaux sociaux, réseau entourage, bouche à oreille. Bouche à oreille. Acheteurs régionaux égale bête noire. D'accord, très bien. Il va falloir en dire un peu plus. Non, boîte noire. Boîte Antoine. noire. C'est Antoine, toujours. C'est boîte noire. Boîte noire, d'accord. Ça serait des bêtes noires si on pouvait les voir, mais ils sont invisibles. Ah là là, alors qu'ils essayent de se rendre visibles. Ah là là. Ah oui, mais c'est compliqué, hein, franchement, c'est très. Ah ben, on est là pour répondre à, en tout cas pour rendre moins compliqué la démarche. Et quand on voit que qu'on est sur le local et autres, mais que vous allez acheter des prestations à Lille, alors qu'on fait ça de manière non responsable, alors qu'on fait ça de manière responsable en local, ça fait mal. Le sourcing. Le mot est lâché. C'est-à-dire? Ah bah attendez, j'en reparlerai tout à l'heure. Je lâche des. Non, mais on en reparlera ensemble parce qu'après sinon j'ai presque plus rien à dire. Voilà. Alors du coup on va s'aider de vos réponses. Donc comment on va commencer? Comment vous y prenez-vous pour trouver l'information? Alors, est-ce que vous pouvez réagir, Guillaume ou le département? Les sites de marché public en ligne. Les mailings de verre sur marché public, donc là il y a un site internet, alerte de veille marché public depuis des plateformes dédiées, on va en parler. Site internet gratuit et payant, c'est-à-dire la personne qui a... Oui, Antoine à nouveau, il y a des sites internet gratuits hein, comme des Matampa et autres, mais après vous avez des plateformes payantes du style Wanao qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus complètes, mais qui coûtent cher. Est-ce que vous pouvez mettre les ressources là, dans le fil de discussion pour qu'on va remettre après hein. Internet, presse, information, réseau. Qui a répondu? C'est Antoine? Oui, non. Bonjour, c'est Florian de l'atelier d'éco solidaire. Oui, c'est Bonjour, Florian. différents canaux. J'ai oublié Boamp aussi, enfin les newsletters qu'on peut recevoir avec les différents marchés. Donc le BOMP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bulletin officiel des annonces des marchés publics. Donc c'est
c'est la plateforme officielle, le journal officiel de parution des appels d'offres au-dessus d'un certain seuil, comme vous disait Anne tout à l'heure. Ok. Alors peut-être on va aborder, c'est Kaïgo en département, on va vous, effectivement, une des premières entrées, mais qui est effectivement, qui peut être aussi une difficulté, c'est les plateformes des acheteurs, parce qu'effectivement, on a une multiplicité de plateformes des acheteurs, hein. Certaines plateformes, on peut y retrouver beaucoup d'acteurs et sur certaines, un peu moins, mais effectivement, on a cette multiplicité des plateformes. On vous montrera après dans une slide un certain nombre de plateformes sur lesquelles se trouvent les principaux acheteurs en termes de volume, hein, du département. Effectivement, il y a le BOMP et puis on paraît tout de suite pour le département. En l'occurrence, nous, on publie dès 25 000 euros sur le BOMP. Donc, ça permet effectivement, Anne tout à l'heure parlait des achats inférieurs à 40 000 euros. Ça permet déjà effectivement, si on veut rentrer dans la commande publique, de commencer effectivement par des marchés de moindre ampleur avant effectivement d'aller un peu plus loin quand on peut commencer par la commande publique. Et puis après, on peut aussi effectivement aller sur les sites institutionnels des acheteurs, mais là aussi, ça démultiplie, où il y a généralement un encart sur les marchés publics. Mais effectivement, l'entrée la plus simple, en tout cas pour faire une veille, c'est effectivement de s'abonner aux plateformes des acheteurs qui sont gratuites, hein, ces veilles, et effectivement pouvoir recevoir des alertes qui correspondent à votre secteur d'activité. Peut-être juste pour compléter sur ces plateformes-là, pour que ce soit efficace et efficient, il faut vraiment bien adapter en fait, les mots-clés et les éléments qui vont vous permettre de faire la recherche. Donc, soit par exemple sur l'objet des futures consultations, donc de mettre des mots-clés stratégiques, voire peut-être parfois de les multiplier, ou alors de faire une veille par type d'acheteur par rapport à votre territoire, de travail, quoi. Soyez assez vigilants sur ça. Et on va le tester en live tout à l'heure. On a un invité novice qui va nous rejoindre, qui testera en direct dans quelques minutes voilà, la réponse au marché public. Est-ce que vous voulez en dire davantage, Michael et Bruno, sur le site du département? Donc là, j'ai mis la slide sur… Oui, ben là, c'est le site institutionnel, mais peut-être la slide d'avant qui est celle des différentes plateformes. Donc, vous allez retrouver le département de la Gironde qui est sur AWS, qui regroupe quand même un certain… pas que le département, mais beaucoup de structures et même hors du département, parce que c'est national. Il y a Bordeaux Métropole qui effectivement est lui aussi sur une plateforme aussi dédiée, et la région de Nouvelle-Aquitaine qui est avec l'AMPA, donc l'AMPA qui est aussi un groupement de commandes au niveau de la région. Et puis, il ne faut pas oublier, là on parle des collectivités, mais il ne faut pas oublier aussi l'État, qui lui a effectivement pour ses structures une plateforme qui lui est dédiée. Ok, merci. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la question? Je vais revenir sur le mural. Comment vous y prenez pour trouver l'information? Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, comment vous y prenez-vous pour vous faire connaître? Alors, donc Antoine, vous y prenez mal, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne sais pas où vous tapez, où vous frappez. Clairement. D'accord. Donc, ensuite, donc, réseaux sociaux, voilà, surtout LinkedIn. Se faire connaître auprès des services municipaux en lien avec notre activité. OK. C'est-à-dire dans les communes et autres, c'est relativement facile, mais après, dès qu'on veut aller à la région, au département ou à Bordeaux Métropole, les portes sont fermées. Ou il n'y a pas de porte en fait. Il y a un grand bâtiment, mais il n'y a pas de porte. D'accord, ok. Création d'une plaquette de présentation spécifiquement dédiée aux acheteurs. Qui a posté ce post-it?
Personne? Je sais pas, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ah, super. Audrey de la société Kinat, Ecomigo. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Oui, on est justement, nous, en train de travailler sur la création d'un document spécifique où on explique tous nos services, on explique la société, tous nos services et toutes les informations en fait qui sont nécessaires à l'acheteur au moment où on pose sa candidature. On a appelé ça le document de candidature, où on regroupe toutes les informations qui sont notamment demandées dans les documents de enfin, dans les documents administratifs requis lors de la réponse à un marché. Donc pour présenter nos services et qui peut être utilisé comme une sorte de plaquette commerciale à destination des acheteurs publics. Donc, voilà. Ok, très bien. Alors peut-être pour revenir sur ce que disait Antoine tout à l'heure, je pense qu'effectivement c'est un super outil parce qu'au-delà du fait que les acheteurs du département, de la région puissent être intéressés pour connaître les différents acteurs et notamment les acteurs responsables, il faut aussi se dire, et je pense qu'on en parlera après dans les contraintes des acheteurs, il faut aussi se dire qu'ils sont très sollicités. Donc, avoir à disposition un outil pour vous faire connaître, vous faire reconnaître, c'est-à-dire explicitant vos prestations, les conditions dans lesquelles vous pouvez les réaliser, c'est juste indispensable. Et aujourd'hui, lorsqu'un acheteur fait sa veille, il va d'abord aller sur Internet. Donc, c'est juste effectivement indispensable aujourd'hui de disposer de ce genre de choses. Pour les petits comme pour les gros. Alors, après, pour se faire connaître, bon, effectivement, il y a des réseaux. Hein, il y a les réseaux comme dont Guillaume fait partie, le réseau INAE, hein, qui répertorie 420, à peu près, c'est ça, 420 structures de l'IAE. Mais il y a de nouveaux outils, donc il y a des outils qui existent, notamment pour les structures de l'ESS. Alors, effectivement, on organise parfois la crèche des espressos. Donc, effectivement, là, du coup, l'idée, c'est de mettre en lien des acheteurs et des structures de l'ESS pour favoriser la coopération économique et donc développer des affaires avec les acheteurs publics. Donc c'est un outil qu'on utilise depuis longtemps. Hein. Les espressos, c'est voilà, on en organise peut-être pas forcément assez, mais ça a quand même un coût qui est non négligeable pour la crèche. Et du coup, voilà, on a besoin d'avoir suffisamment d'acheteurs et suffisamment de structures de l'ESS inscrites du coup pour obtenir voilà, non seulement des liens, mais aussi des possibles coopérations. On a un nouvel outil maintenant que je vais vous présenter qui est également, alors là, qui a été mis en place à l'échelle nationale par l'ensemble du réseau des CRES et le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire, en lien avec l'ADEME. C'est Carteco. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Carteco. C'est plutôt, voilà, je vais vous partager. Alors, effectivement, il y a des sites de carto qui sont nombreux. Là, l'idée, c'est de répertorier l'ensemble des acteurs de l'ESS dans l'économie circulaire. Alors, c'est un outil qui a été inauguré au printemps, là, au mois de juin, je crois. Carteco, si vous voulez, ça s'appuie sur des outils open source. Hein, vous le voyez, c'est GoGoCarto OpenStreetMap. Hein. Donc, qui permet aussi qui laisse la porte ouverte à de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est un coup. Enfin voilà, ça a été mis en place par l'ESS France, hein, via Aurore Médieu, la chef de projet transition écologique. Donc, il y a eu des webinaires présentations. L'idée, c'est que vous pouvez vous référencer sur cette plateforme, du coup, et de mettre un certain nombre d'éléments qui va permettre aussi. Donc, effectivement, on a communiqué et diffusé l'information, notamment auprès des acheteurs publics. Hein, mais l'idée, c'est de pouvoir être référencé sur l'ensemble des 7 piliers de l'économie circulaire. Alors, pour l'instant, la liste n'est pas exhaustive. Vous l'avez vu. Hein, du coup, alors si je remonte un peu, il y a quand même plus de 500 structures en Nouvelle-Aquitaine, hein, si on fait la somme des trois ex-régions. Et vous avez un ensemble de thématiques, donc de déchets, prévention. Bon, après, on va pouvoir élargir à l'énergie, les circuits courts, l'alimentation durable, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau cette année.
et qu'on va essayer de vraiment diffuser l'information afin que voilà, et les acteurs de l'ESS qui puissent se référencer et les acheteurs publics qui puissent aussi voir ce qui existe sur leur territoire et d'éviter, comme vous l'avez dit Antoine, d'aller à Lille alors qu'il y a une structure à côté. Donc voilà ce que je voulais dire sur Carte Éco. Et puis, je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose sur la question comment s'y prendre pour se faire connaître. Peut-être simplement, Antoine, je ne sais pas si c'est le cas, mais dans un certain nombre de réseaux, vous avez des annuaires qui sont mis en place donc, pour présenter les adhérents de ces réseaux-là. Donc, c'est vrai par exemple sur le GESAT, peut-être sur UNEA également, c'est vrai à INAE, donc qui permettent ensuite aux acheteurs de pouvoir retrouver ces acteurs dits responsables, leur secteur d'activité et comment, selon le degré de précision, comment ils peuvent intervenir. Donc, c'est peut-être l'intérêt aussi de pouvoir adhérer à un réseau et de voir quelle est l'action qu'il peut mener sur ce champ-là. En tout cas, c'est un autre outil, puisqu'après, certaines collectivités, c'est le cas par exemple du département, vont être en lien aussi avec les réseaux pour voir comment on peut mieux travailler ensemble, tout simplement. Peut-être pour répondre, peut-être plus. Il y a Michael. Ouais. Non, peut-être pour effectivement aller plus dans l'opérationnel et comment ça se passe peut-être dans la boîte noire. C'est que effectivement sur des plus petites structures que vous allez démarcher, sauf que vous allez pouvoir accéder directement effectivement aux services dits opérationnels ou techniques, sauf que vous n'allez pas pouvoir démultiplier cette action dans les X communes du département de la région, dans les X intercommunalités, dans les départements, dans les régions, enfin puis toutes les structures d'État ou autres qu'il peut y avoir. C'est pour ça, Nicolas présentait Carte Éco, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parlera un peu plus tard sur nos contraintes, en tout cas des contraintes qui peuvent être favorables à vous, c'est qu'effectivement, il faut vous faire connaître. Alors, vous faire connaître, c'est déjà effectivement, je pense, parce que en termes par exemple sur Carte Éco, parce que demain, quand on va avoir l'obligation forte et des ambitions aussi d'aller vers plus d'environnement et plus de social, il va falloir qu'on arrive à trouver assez rapidement les entreprises qui peuvent répondre à notre besoin. Donc, effectivement, Carte Éco. Après, effectivement, c'est la participation et on essaye de s'ouvrir avec notamment en participant aux Espresso et de faire venir les opérationnels. Parce qu'effectivement, l'opérationnel, quand on commence, nous, par exemple, en tant qu'acheteurs, à leur parler environnement, à leur parler social, eux, ils pensent par rapport à leur prisme, c'est-à-dire réaliser leur opération. Donc, peut-être, des fois, pour eux, mettre de l'environnement, mettre du social, c'est peut-être ralentir le processus, c'est mettre peut-être des risques supplémentaires dans la réalisation de l'opération. Donc, des risques financiers, des risques de délai ou autres. Et nous, notre travail, en tout cas quand on est dans une collectivité comme la nôtre de la part des acheteurs, c'est de rassurer. C'est aussi le travail qu'on fait avec les têtes de réseau, la CRES, INAE, 3AR, de rassurer. Mais effectivement, il y a un moment, il faut aussi les rencontrer. Et c'est pour ça qu'on vous invite à venir aux Espresso, parce que là, on essaye de faire, nous, venir les opérationnels et pas seulement les acheteurs. Donc, c'est indispensable. Oui, c'est indispensable de se faire connaître dans Carte Éco, de participer aux Espresso. Si vous avez la possibilité d'aller démarcher directement les services techniques, faites-le. Mais effectivement, pourquoi ils n'y viennent pas? Pourquoi on va prendre une société qui est peut-être à l'autre bout de la France ou peut-être moins environnementale ou moins sociale? C'est qu'effectivement, il faut rassurer. Et il faut les rassurer en disant oui, il y a une offre qui existe, oui, il y a une offre qui est structurée et oui, qui peut répondre et qui peut permettre de réaliser l'opération en n'augmentant pas les risques qu'elle ne se fasse pas. Donc, il y a vraiment une question aussi de rassurer les opérationnels. Alors, c'est notre travail, nous, sur des grosses structures pour les acheteurs, c'est notre travail de les rassurer et on s'appuie, nous aussi, sur les têtes de réseau et à travers le sourcing qu'on fait. Mais effectivement, il faut faire ce travail avec les opérationnels. Ok,
Ok, merci Mickaël. Du coup, le temps passe. On va passer à la dernière colonne, la rapport aux questions. Donc, si on prend post-it par post-it, donc difficulté de sourcer des partenaires pour répondre en groupement, on va le voir tout à l'heure avec Guillaume. Quel accompagnement pour les petites associations pour répondre aux offres des marchés publics? Ok. Est-il possible de rencontrer les acheteurs régionaux? Mais là, on est en train d'en parler. Comment connaître les besoins pour la commande publique? Est-ce que vous voulez peut-être répondre, Bruno et Mickaël? Eh bien, on va voir tout à l'heure, on va aller sur, par exemple, sur AWS, qui est une grosse plateforme, on va voir comment on peut effectivement connaître les besoins, mais ça, c'est les besoins qui sont publiés. Sinon, la plupart des grands acheteurs publient leurs intentions d'achat en début d'année, ce qui est le cas de nous. On publie effectivement au mois de janvier nos intentions d'achat pour l'année. L'année dernière, effectivement, on avait, pour donner un exemple et pour répondre aussi à comment les petites structures pourraient répondre, on avait près de 40% de nos projets d'achat qui étaient inférieurs à 40 000 euros. Voilà. Donc, il y a des possibilités de rentrer dans la commande publique et pas forcément avec des marchés majeurs, mais qui permet au moins de commencer à rentrer dans la commande publique. Quand on parle de publier les intentions d'achat, ça veut dire aussi qu'on peut faire un événement carrément au département auquel peuvent assister donc les partenaires externes ou les entreprises, n'importe qui en fait. C'est vraiment ouvert, quoi. Donc après, oui, donc on avait quel accompagnement pour les petites associations pour répondre aux offres marché public? Là, on est déjà sur un premier niveau d'information. Après, il est vrai que il est possible aussi d'adhérer à un réseau. Certains réseaux le font, notamment INAE, du coup, pour les structures de l'IAE. Mais effectivement, c'est une vraie question pour ceux qui ne sont pas forcément en insertion par activité économique. Et ensuite, effectivement, manque de temps et de moyens humains pour démarcher les acheteurs. Bon, là, voilà, c'est plutôt le travail qu'on essaye de faire avec d'autres réseaux pour que, du coup, effectivement, permettre un gain de temps en vous proposant ces temps d'information, en tout cas. Alors peut-être juste, oui. Pardon, pour revenir sur la question quel accompagnement, il faut regarder aussi sur votre territoire, il y a quand même un certain nombre de collectivités qui sont proactives sur ça. Soit sur des temps d'info, voire même de formation. Donc, alors selon le type de structure que vous êtes, vous avez un ancrage territorial plus ou moins fort, mais rapprochez-vous quand même de vos collectivités, de leurs services commande publique, de leurs services achats. Il y a quand même un certain nombre de choses aujourd'hui qui sont faites pour permettre l'accès, soit sur l'axe achat responsable, soit sur l'axe plus global, peut-être accès TPE, PME. Et aussi via les CCI, par exemple, ce genre de choses. Oui, sur des métiers. Ok, merci. Du coup, on va passer au troisième point. Comment y répondre individuellement? Donc, je vais me mettre, si vous le souhaitez tous, dans la peau d'un novice. Donc, on va aller, Mickaël et Bruno, vous allez m'accompagner. Du coup, sur le site que je partage, marché-public.info. Donc, je me mets dans la peau d'un dirigeant d'une association ou peut-être dirigeant d'association d'insertion dans les espaces verts, Bruno et Mickaël. Et là, j'arrive sur ce site, je ne sais absolument pas comment faire, par quel moyen. Je suis un peu novice. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, donc là, effectivement, on a donné tout à l'heure, et vous les aurez, les adresses des différents sites acheteurs. Donc là, pour le coup, c'est celui avec qui travaille le département. Donc là, effectivement, vous pouvez voir, en haut, sur la barre du haut, il y a un accès acheteur et un accès fournisseur. Donc l'accès fournisseur, ça vous permettra de créer votre accès fournisseur et votre profil. Là, on ne va pas le faire et on ne va pas le dérouler, mais en tout cas, ça vous permettra effectivement de créer votre profil et puis effectivement de poursuivre après sur la création des alertes. On revient peut-être à la page précédente. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment, je recherche une annonce, comme si vous n'étiez pas inscrit. Et on va aller effectivement vous montrer aussi comment est construit un marché, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel vous
vous avez les éléments et vous permettre de vous donner quelques clés. Donc, je vais inviter Nicolas à prendre comme nature le service et puis de choisir le département 33. Alors, Marché de service. donc, les marchés sont effectivement… je fais rechercher là, je ne pas de mots-clés, espace vert ou… Ouais, on va le faire comme ça. Donc, effectivement, comme disait Bruno… Les marchés sont catégorisés. En fait, les marchés ont plusieurs catégories. Donc, il y a la catégorie fourniture, la catégorie travaux et la catégorie services. Et dans service, il peut y avoir encore d'autres sous-catégories, prestations intellectuelles, prestations… Enfin, voilà. Mais en gros, il faut retenir qu'il y a 3 catégories, fourniture, travaux et services. Donc là, va pas trop vite. Juste pour montrer qu'effectivement, par exemple, il y a le CHU de Bordeaux qui est aussi sur cette plateforme-là. Donc, on est aussi sur le même territoire. Hein. Et donc, effectivement, là, en soi, quand on fait cette recherche, vous avez les intitulés. Le mieux, effectivement, comme je vous ai essayé de créer votre profil et de faire vos alertes. Mais effectivement, quand on va dérouler, on part du principe que vous aurez reçu une alerte. Donc, poursuit juste après le conseil de partenariat Gironde. Il y a un autre marché qui est là. Descend un petit peu. Ah, il y a entretien des espaces verts. Ça m'intéresse. Voilà, exactement. En fait, on n'a plus de… Ça ne bouge plus à l'écran, là. C'est normal. Je descends? On a perdu le département. Et voilà. Alors, c'est bon, on va les retrouver. Alors maintenant, tu te débrouilles. Là, il y a un marché espace vert de divers bâtiments. Okay. Est-ce que vous entendez, Michael et Bruno? Voilà. Il faut réactiver votre son. Ah oui, pardon. Désolé, on a été déconnecté. Donc oui, tu vas aller sélectionner effectivement, tu vas aller consulter l'avis, on va voir ce que c'est parce que forcément, on n'est pas forcément… Donc déjà, on voit qu'il y a 9 lots. Voilà, le premier truc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'avis public à la concurrence, donc qui va détailler un certain nombre d'éléments et vous donner des clés. Donc on voit qu'effectivement, dans la description, c'est un marché, un accord cadre, donc à bon de commande. Donc effectivement, on a des commandes, qui a un certain nombre de lots, hein, qu'on va voir un petit peu plus après. Et quand on descend, on continue, déroule, on voit qu'il y a des lots, donc il y a un certain nombre de lots. Pour l'instant, effectivement, bon, ça donne juste le lieu où ça se trouve, la durée qu'il va y avoir. Et en continuant encore, on va arriver à ce qui va peut-être vous intéresser, donc à ce qui va intéresser Nicolas. Va jusqu'en bas des lots. Hop. Ouais, vas-y. Continue, ouais. Encore. C'est les conditions de participation. Encore un petit peu. Et là, juste là, en fait, on va pouvoir voir, là, juste où tu t'es arrêté. Alors, quand vous ferez des recherches, ce sera un peu plus, mais juste dans le cadre au-dessus, c'est marqué marché réservé. Le marché est réservé avec des ateliers protégés. Donc, ne peuvent répondre que des ateliers protégés. Voilà. Donc, ça, c'est une des possibilités et sur lesquelles travaillent effectivement pas mal d'acheteurs, c'est-à-dire que le code de la commande publique permet de réserver des marchés, soit des structures de handicap, soit des structures de l'insertion, et aussi à des structures de l'ESS, mais en tout cas pour le département, le code ne nous permet pas, par rapport à nos missions, d'y accéder. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des marchés réservés au profit de l'insertion et du handicap. Ça veut dire que des entreprises du secteur marchand ne pourront pas y participer. Alors moi, je fais correspondre avec l'expert, comment je fais là? Alors maintenant que ça t'intéresse, oui. Alors là, tu ne vas pas tout de suite poser une question à l'acheteur, ça c'est une possibilité. C'est-à-dire que maintenant que tu as vu l'avis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remonter en haut de l'avis, en haut du document. Voilà. Okay. Là, tu vas retourner, tu fais retour. Donc, si je téléphone au 0556, j'ai Jean-Luc Glaise au téléphone, c'est ça? C'est ça. Tu fais retour. En bas de la vie, alors, retour, je reviens en arrière, excusez-moi. Ouais. Ah, ou en bas de la vie. Ouais, tu pouvais le télécharger en bas de la vie aussi. Et là, tu fais, après consulter l'avis, tu vas aller sur DCE. Ah, voilà. DCE, c'est le dossier de consultation des entreprises, en fait, c'est l'acronyme. Voilà.
Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir le télécharger sans t'identifier. En étant anonyme. Donc, en fait, il faut redescendre un petit peu à droite. En bas à droite, il y a marqué « Retirer le DCE en mode anonyme ». Voilà. D'accord. Ok. Mais vous, comme vous aurez créé vos identifiants, il n'y aura pas de souci. Vous Alors, pourrez Retirer. Ok. La différence entre le mode anonyme et le mode en se connectant, c'est que s'il y a des modifications du DCE, en étant connecté, vous êtes averti. Si vous retirez en mode anonyme, il n'y a aucun avis en fait, puisqu'on ne sait pas qui a retiré. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'inscrire en fait. Donc là, je mets le QQ. QQKMGL. Ok. Et donc, je remets retrait anonyme du coup. Voilà. Ouais. Et donc là, tu fais De l'intérêt de pouvoir être informé s'il y a des modifications, c'est aussi un moyen de commencer à se faire connaître. Tout à fait. Télécharger le DCE, un certain nombre d'acheteurs va regarder les opérateurs qui ont téléchargé ce DCE pour comparer notamment avec ceux qui ont répondu. Et peut-être se demander, bah, tiens, pourquoi cette structure, elle a téléchargé, mais elle n'a pas répondu. Tout à fait. Donc, ce qu'on va t'inviter à faire, Nicolas, c'est de sélectionner tous les lots et de télécharger. Alors là, Vous êtes sur. Bon, alors quand même, c'est la première fois qu'il le fait, on ne s'est pas entraîné. On ne s'est pas entraîné, hein, donc je suis vraiment le novice. Hein. Donc là, je fais télécharger ici, là. Non, pas correspondance. En haut, dossier principal. oui, on a eu un petit… Dossier principal. D'accord. C'est Voilà. fou, on arrive moins Et c'est la même chose pour toutes les collectivités ou c'est… Oui, c'est à peu près pareil. C'est exactement pareil. Ouais. En général, on peut télécharger que le règlement de consultation et le DCE. Enfin, voilà, c'est à peu près pareil pour tous. Donc voilà, et là, j'ai l'ensemble des lots. Je clique sur… Là, j'ai téléchargé. Je vais… On ne voit pas. Ah, vous ne voyez pas. Non. Alors là, en fait, du coup, je vous… Alors, il y a Nicolas, il va lots, là. Il y a l'annexe 1, CCTP, tableau de répartition. Ah ouais, je vais partager mon écran. Donc, le temps que Nicolas puisse voir l'affichage, ce que va trouver Nicolas, du coup, dans son dossier de consultation des entreprises, il va y trouver un règlement de la consultation. Donc là, ça va être effectivement les règles pour répondre à ce marché. On va y trouver notamment modalité de remise des offres et critères de sélection des offres. Il va y avoir aussi le cahier des clauses techniques particulières. Donc là, ça va être l'expression du besoin. Là, la structure va exprimer son besoin. Et il va y trouver aussi le cahier des clauses administratives particulières. Et là, c'est plutôt les clauses d'exécution du contrat et notamment les dispositions financières. Et il y aura l'acte d'engagement qui, là, en fait, est le contrat. Ah, bah ça y est, on a en visu le… Ouais. Voilà. Alors, hop, tu peux nous remonter. Voilà. Donc, ce que vous pouvez voir, donc, ce qu'on dit par AE, c'est l'acte d'engagement. C'est le document que vous signerez pour… c'est le contrat, en soi, Ouais, tout simplement, c'est le contrat. Lot par lot, pour le coup. Lot par lot, parce qu'un lot est un contrat. Donc là, il vous rappelle effectivement les choses. Donc, ce que vous allez retrouver, hop, tiens, juste le lot réservé. Voilà. Donc, ce que vous allez trouver dans ce document, ça va être tous les éléments d'identification des co-contractants. Hein. Les éléments de prix, ça va être notamment, qui va être annexé, ça va être ce qu'on a vu après, c'est le bordereau des prix unitaires, c'est-à-dire votre offre commerciale. Alors, tu pouvais peut-être rester juste au sommaire, comme ça va éviter de… ça va être plus simple. Pour tout le monde en visu, ça va être plus agréable. Voilà. Ouais. Donc, effectivement, il y a la question des co-contractants. On va régler la question du prix. La durée du contrat, on en parlera tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui nous vous permet aussi d'avoir de la visibilité. Les modalités de paiement et l'avance, puisqu'effectivement, ça, c'est aussi quelque chose dont on parlera. C'est aussi quelque chose qui est important et que vous trouvez effectivement dans la commande publique, c'est d'avoir effectivement des avances et pour certaines collectivités qui vont vous proposer des avances qui sont intéressantes en termes, notamment pour votre trésorerie. Donc voilà, en soi, c'est le contrat, ce qu'on appelle l'acte d'engagement que vous devrez retourner signer. Voilà.
On peut peut-être retourner du coup sur les autres documents. Vous voyez là? Ouais, voilà. Donc, effectivement, vous allez retrouver ce que je vous disais, le CCAP. Le CCAP, on ne va pas l'ouvrir, on va juste les dire comme ça. Effectivement, c'est le document dans lequel vous allez trouver les conditions d'exécution du contrat, donc notamment les… oui, va au sommaire peut-être du document pour montrer ce que c'est, qui va effectivement décrire notamment les modalités de composition des prix. Est-ce qu'effectivement… si c'est des prix qui sont fixes, qui sont révisables, toutes les modalités effectivement de dépôt des factures, de pénalités, et puis les questions sur les délais de livraison. Voilà. En fait, c'est la partie administrative. En fait, c'est énormément de documents, etc. Il y avait une petite post-it tout à l'heure avec le manque de temps. Ça demande beaucoup de temps de regarder tous les documents. Ça peut me décourager. Moi, je suis découragé en voyant tout ça. Alors, parce que là, on est sur un marché qui est un marché plus conséquent, mais aussi un marché sur lequel c'est réservé. Donc, peut-être qu'effectivement, des têtes de réseau peuvent vous accompagner là-dessus, mais c'est aussi l'objet là, des webinaires qu'on peut faire ou des rencontres qu'on peut faire plus physiquement, où là, on peut en discuter sans parler d'une consultation en particulier, parce qu'on ne pourrait pas vous discuter avec vous d'une consultation en particulier. Mais en tout cas, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire, peut-être sur des sessions peut-être un peu plus personnalisées, mais en tout cas, de dire qu'effectivement, c'est en plus toujours la même structure. C'est-à-dire que c'est la plupart là, le cahier des clauses administratives, il est quasiment le même dans toutes les structures. Alors, peut-être c'est le contenu à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous dire que le prix est fixe, d'autres vont vous dire que le prix est révisable. Mais en soi, vous allez toujours trouver toutes les mêmes structures parce qu'en fait, il y a un document de base qui permet de le rédiger. C'est un cahier des clauses administratives générales qui est donné pour tous les acheteurs de France. Donc, en soi, quand vous lisez un CCAP, vous avez quasiment lu tous les CCAP après. Leur clause générale. Voilà, donc on a vu le règlement de la consultation, on a vu le cahier des charges administratives, cahier des clauses administratives particulières, et il y a le CCTP qui là, en fait, c'est le cœur du marché, c'est-à-dire l'expression du besoin. C'est ce dont a besoin la collectivité. Alors, c'est plus ou moins important. Vous voyez, là, il y a 6 pages. Si on enlève la première page et le sommaire, il va pas en rester beaucoup. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément… sachant que c'est en lien avec votre activité. Donc là, on va voir les normes qui sont demandées, la protection des travailleurs et puis purement l'exécution de la prestation. D'accord. Est-ce que moi, je suis resté… L'attente, voilà. Alors, moi, je suis une association, on est tributaire du respect des valeurs environnementales. Est-ce que je peux avoir davantage d'argumentaire, de possibilités d'avoir une réponse favorable si je respecte des clauses environnementales ou des critères environnementaux, par exemple, par rapport à une autre structure? Alors, si on va dans le détail de la prestation, et c'est la volonté du département d'utiliser des produits qui sont respectueux de l'environnement. En fait, il y a 2 choses. Il y a le règlement de la consultation qui va indiquer déjà comment va être jugée l'offre, en fonction de quels critères. Et il y a le cahier des clauses techniques, donc celui qu'on est en train de regarder, qui va dire comment elle doit être exécutée. Alors, on peut très bien avoir des exigences d'exécution qui vont faire référence effectivement à l'environnement. Et là, je vois par exemple, le désherbage sera effectué au moyen de produits phytosanitaires homologués non nocifs pour l'environnement. Donc là, c'est une condition d'exécution, c'est-à-dire que l'entreprise sera obligée de faire comme ça. Mais on peut très bien aussi avoir marqué dans le règlement de consultation que l'entreprise sera jugée sur, par exemple, le respect qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ce genre de marché? Elle peut être jugée sur les véhicules qu'elle utilise, il faut qu'ils émettent le moins de gaz à effet de serre possible, par exemple. Parce qu'on considère que c'est un marché dont l'objet sera
entretiennent des espaces verts avec limitation des gaz à effet de serre, par exemple. Donc, il y a deux approches. Il y a l'approche, je réponds à la consultation et je suis jugé par rapport à mes moyens ou mes capacités. Et il y a, je réponds à la consultation et j'ai des exigences qui sont demandées. En l'occurrence, elles peuvent être aussi portées sur l'environnement ou les conditions éthiques ou économiques. Ok, très bien. Et il y a le dernier document qui est le règlement de la consultation, qui est en fait la règle du jeu, Voilà, dont parlait Bruno dedans, et vous y trouverez notamment les critères de sélection des offres. Alors, cette consultation, vous me direz, en fait, il y a un seul critère, c'est le critère prix. Alors, oui, parce que peut-être déjà, c'est un marché réservé, donc on a déjà réduit le champ des entreprises qui peuvent répondre. 2, on a déjà eu des exigences qui sont déjà fortes dans le cahier des charges, mais pour autant, ce sera des marchés sur lesquels demain, en tout cas, nous ne pourrons plus faire des critères 100% prix, parce qu'effectivement, le code vient d'être modifié et la loi climat et résilience, en fait, doit nous obliger en fait, à mettre en œuvre un critère environnemental dans nos critères de sélection des offres. Donc, effectivement, je répondais d'avance aux questions sur lesquelles, effectivement, il n'y a qu'un critère prix. Demain, ce ne sera plus le cas. Et en tout cas, on pouvait aussi aujourd'hui être que sur un critère prix parce qu'effectivement, on était sur un marché déjà exigeant et fermé déjà en avant. Mais c'est tout le travail qu'on fait, nous, et on en parlera après. On parlerait des contraintes des acheteurs tout à l'heure, mais qui vont être aussi qui vont être favorables aux entreprises de l'ESS. C'est-à-dire que nous aussi, on va travailler sur l'ensemble de nos marchés pour être plus en adéquation avec les objectifs de développement durable. Donc demain, peut-être que ce marché-là aura un critère environnemental, aura un critère effectivement sur la qualité d'insertion des personnes qui travailleraient, qui exécuteraient ce marché. Performance en matière d'insertion. Voilà. Au-delà des exigences. Ok, donc là, il ne reste plus qu'à remplir les documents. Au niveau des critères de sélection, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous réfléchissez en ce moment à intégrer des critères pour favoriser l'emploi local? Alors, il y a une réponse ministérielle et qui est constante du ministère de l'économie. Il n'y a pas de possibilité de créer de préférences territoriales ou locales, que ce soit lié aux entreprises ou à l'emploi. Par contre, l'engagement est fort du département et depuis longtemps, je parle pour nous, mais je parle, je pense, pour beaucoup de nos collègues, en tout cas des structures qui nous sont proches, Bordeaux Métropole et la région, il y a une vraie volonté de mettre des clauses d'insertion dans nos marchés. Donc, clause d'insertion, ça veut dire qu'il y a les personnes qui exécuteront ce marché rentrent dans un certain critère, notamment pour l'insertion, ou on fait des marchés réservés. Forcément, on est sur de l'emploi local en faisant ça. Alors, c'est pas, vous me direz, vous le faites de manière différente. En tout cas, on atteint cet objectif-là de cette manière. En tout cas, et c'est le sens des directives européennes, on n'a pas à favoriser, en tout cas, une entreprise locale. Par contre, par nos actions sur la clause d'insertion et par les marchés réservés, on peut effectivement ancrer l'emploi de manière plus locale. Mais je parle bien de l'emploi, je ne parle pas des entreprises. On peut avoir une entreprise qui effectivement est de l'autre bout de la France, mais par contre qui va créer de l'emploi local en répondant à notre marché. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question sur le fil de discussion. Les ESAT sont-ils recevables sur les marchés avec clause d'insertion? Guillaume, tu voulais répondre? Oui, alors non. En fait, parfois, on utilise le terme de clause d'insertion de manière un petit peu générale. En fait, vous avez plusieurs types de procédures qui peuvent rentrer là dans ce cadre-là. Soit, comme le disait tout à l'heure, on impose, donc ça c'est la véritable clause d'insertion, on impose que dans les conditions d'exécution, soit des personnes éloignées de l'emploi sur un certain taux qui interviennent. Et là, ça peut être réalisé par de la mise à disposition de personnel
ou par de la sous-traitance vers une structure d'insertion. Mais quand c'est de la mise à disposition de personnel ou de l'embauche directe, ça peut être une entreprise de travail temporaire, une intérim classique, ou de l'embauche directe. Donc, ça peut être une personne en situation de handicap, évidemment, puisqu'elles sont aussi éligibles à l'IAE. Et ensuite, vous avez toute la partie qu'on appelle les marchés réservés. Et là, il y a 2 cadres différents, un pour le secteur protégé et adapté et un pour l'IAE. Donc, si on parle vraiment de clause d'insertion, non, pas via les ESAT, pas de cette manière-là. Et si on parle au sens large des clauses d'insertion ou des clauses d'inclusion, parce que c'est parfois utilisé comme ça, oui, lorsque ce sont des marchés réservés, mais vous avez déjà dit merci, donc je m'arrête. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, très bien. Alors, pour répondre, parce que du coup, effectivement, tu as vu les documents qu'il fallait répondre, ça te donne, tu as vu le règlement de la consultation pour les règles du jeu, la manière dont ce qui est demandé dans le cahier des charges techniques, et après, effectivement, il y a l'acte d'engagement qui est le contrat. Il pourrait être amené à faire un mémoire technique, c'est-à-dire expliquer comment tu vas réaliser la prestation. Mais le plus souvent, alors ça peut être une forme libre, mais de plus en plus, maintenant, on va vers sur un cadre de réponse qui facilite, 1, la réponse des entreprises, et 2, qui facilite l'analyse des offres côté administration. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Voilà. Et le Bordeaux prix unitaire, mais lui qui est lié à l'acte d'engagement, c'est effectivement si c'est des prestations qui sont pas forfaitaires, mais unitaires, sur lesquelles, effectivement, l'entreprise se positionne. Après, oui, ça peut faire peur et on en a conscience. C'est pour ça qu'on essaye d'aller vers les entreprises, même si on sait on fait peut-être pas encore assez. Mais l'idée, c'est de vous appuyer sur vos têtes de réseau, peut-être pour décrypter la première fois un marché. Vous appuyez sur, que ce soit une entreprise du secteur aussi marchand, c'est la même chose. Elle va s'appuyer sur la CCI, elle va demander à la mission, à la chambre des métiers. Enfin, voilà. Il faut aussi peut-être, pour la première fois, vous appuyer sur vos têtes de réseau pour décrypter un marché ou profiter des fois de forums ou de salons où vous avez une structure publique qui est là, ou comme on peut aider, comme on a pu faire, mais on va recommencer, notamment c'est les Espressos, c'est peut-être l'occasion d'avoir ces échanges-là. En dehors des rendez-vous que vous pourriez avoir les acheteurs, mais de discuter avec nous pour voir comment je réponds à un marché, qu'est-ce que je dois faire. En tout cas, et je vois effectivement, il était dessus, Nicolas, contacter l'acheteur. En tout cas, vous avez toujours la possibilité de contacter l'acheteur et il se doit de vous répondre. Voilà. Du coup, je suis allé sur… Voilà. Je vais contacter l'acheteur. Okay. Ouais. Et tu vois l'historique aussi. Il y a l'historique de toutes les questions, ce qui n'est pas inutile, des fois. Voilà. Et ce qui permet effectivement d'échanger dessus. Alors, il ne vous aidera pas à répondre, c'est bien mais par contre, si vous avez un doute sur la compréhension du document, vous pouvez effectivement le faire. Bon, là, on ne le fait pas. Voilà. C'est pas anonyme là. Donc, je ne peux pas contacter l'acheteur, il faut que j'ai un compte. Non, le but, c'est qu'effectivement, il faut savoir qui pose la question et pouvoir leur répondre, puisque toute question doit être publiée. Tracée. Ouais. Voilà. C'est la transparence des procédures. Et ensuite, déposer un pli, j'imagine que c'est le… Voilà. Alors, qui est maintenant dématérialisé, donc ce qui amène effectivement à se doter d'une signature électronique. Donc là, par rapport à la signature électronique, Oui. parce que c'est extrêmement contraignant, mais dans la plupart des cas, c'est pas obligatoire. Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, dans tous les cas, la signature électronique, elle peut avoir lieu que lors de la signature du contrat. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut elle est demandée que lorsqu'on notifie à la société. Parce que souvent, il y a certains demandeurs qui la demandent, quand on soumet les documents, ils demandent une clé de signature électronique. Oui, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité au niveau des donneurs d'ordre. Ouais. Mais les textes disent qu'aujourd'hui, elle est exigible qu'à partir du moment où on notifie le contrat. Donc, en amont, ce n'est pas nécessaire normalement. Ok, donc on peut s'en passer.
Oui, sauf que certains donneurs d'ordre vont l'exiger dès le départ. Donc ça, c'est un problème. Donc, on a intérêt à quand même aller faire un tour sur déposer son pli parce que c'est là qu'on verra si on doit le faire. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, regardez bien la date limite de dépôt des dossiers. Là, c'est aujourd'hui à 16h. Voilà, donc typiquement, là, s'il y avait besoin, ce ne serait pas possible, quoi. Alors, normalement, c'est marqué de toute façon. Donc là, effectivement… C'est dans le règlement de la consultation, normalement. Mais Ouais, en, tout à fait, ouais. en tout cas, on voit que c'est encore des sujets, mais qui peut-être qu'effectivement, à l'occasion d'Espresso, de faire un petit stand à côté pour expliquer, pour poursuivre effectivement sur l'échange, comment je décrypte un marché et comment mes questions sur le dépôt et tout ça. Effectivement, on note et je pense qu'effectivement, ce sera peut-être intéressant d'avoir un petit stand à côté entre les échanges avec les acheteurs, de profiter d'un petit moment pour venir en parler. Et là, ce que tu montres, Nicolas, c'est très important, c'est que la plateforme AWS met à disposition des entreprises un outil de signature. Ici, là, pour se faire Ouais. un outil. Ça permet de signer son offre, en fait, en format CADES ou PADES. En fait, c'est les deux formats de signature utilisés. Et du coup, ça évite d'avoir à payer, en fait, pour avoir un certificat de signature. Ok, c'est gratuit. Il est gratuit. Voilà, c'est une mise à disposition, en fait. Alors après, il y a un truc à installer quand même. Mais bon, voilà. OK. Et donc là, je peux faire confirmation. Vas-y. J'ai lu les conditions générales, je confirme. Et toujours pareil, il faut avoir, faut être Là, enregistré. Il faut que j'ai créé. Il ne faut pas déposer un mode anonyme, en fait. C'est pas possible. Il n'y a pas de. Ouais, là, c'est. Parce qu'après, ce ne sera pas anonyme. C'est compliqué après pour Oui. lire l'offre. Voilà. Et une fois que j'ai déposé mon pli, on m'envoie une confirmation. Alors aujourd'hui, la plupart des échanges maintenant se poursuivent de manière dématérialisée avec les soumissionnaires et avec le titulaire. D'accord. OK. Donc nous, on a un portail du côté acheteur, du coup, où on va voir en fait qui a déposé une offre, pour quel lot elle a déposé une offre, enfin la société pour quel lot elle a déposé une offre. Et du coup, les offres vont être, le jour de la date limite, les offres vont être retirées et elles vont être mises pour analyse. Et puis derrière, il y aura effectivement une correspondance qui sera avec les entreprises s'il y a besoin de correspondre et si c'est faisable dans le cadre de la procédure. OK. Bon. On a fait le tour. Oui, on espère que ça vous a permis de familiariser, en tout cas, peut-être pas de maîtriser, mais en tout cas de vous familiariser au moins avec une plateforme, mais qui sont quasiment construites toutes pareilles et doivent normalement répondre toutes aux obligations réglementaires. OK, très bien. Merci, Mickaël et Bruno, pour toutes ces précisions. Donc, on va poursuivre avec… donc là, c'était une réponse individuelle, de manière individuelle. Et donc, on va poursuivre avec Guillaume avec la question comment y répondre collectivement, répondre en groupement. Guillaume, je te laisse répondre à cette question, du coup. Tout à fait, merci Nicolas. Alors, pour essayer de faire simple, j'ai découpé mon intervention en trois phases, plutôt la phase en amont du marché, donc je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, le sourcing, la réponse en tant que telle, et ensuite l'exécution du marché. Donc sur le sourcing, et pour moi, c'est bien là l'une des phases les plus importantes du marché pour les structures de l'ESS. C'est déjà de comprendre à quoi elle sert cette phase. Elle peut servir, alors, soit, comme le disait tout à l'heure le département, à faire connaître son besoin aux différents opérateurs économiques du territoire, parce qu'il faut quand même regarder un petit peu comment les choses se passent. Moi, j'ai pu être acheteur avant, donc je vois bien comment je faisais. On rencontre quand même plutôt les structures de son territoire lorsqu'on fait cette phase de sourcing, ne serait-ce que pour une question de proximité et pour répondre aux démarches commerciales de ces entreprises-là. Donc, c'est faire connaître le besoin. Et ensuite, ça peut être aussi un outil pour l'acheteur public pour l'aider à définir, à proprement parler, son besoin, ou en tout cas adapter son besoin à une stratégie et à une politique d'achat. Donc, pour vous, c'est essentiel pour vous faire connaître, d'une part, et également faire connaître les conditions dans lesquelles vous pourrez réaliser ces futures prestations et notamment vos contraintes. Alors, je vais surtout principalement parler de ce que je connais, c'est-à-dire plutôt les structures de l'IAE
et ça va se rapprocher, ça va être assez proche pour les structures du secteur protégé ou du secteur adapté. Là, il y a un vrai enjeu pour vous de pouvoir dire tout de suite, en tout cas faire connaître tout de suite les conditions dans lesquelles vous pourrez réaliser ces prestations. Donc, il y a deux grands pans, je dirais, qui sont intéressants à travailler sur le sourcing. C'est dans quelle modalité administrative et contractuelle vous allez pouvoir vous engager. Par exemple, sur quel format de marché vous pouvez essayer de travailler, dans quel délai vous allez pouvoir répondre à un marché, donc quel est le délai de réponse que l'acheteur va pouvoir vous laisser pour formaliser votre réponse, qui est d'autant plus important en groupement, et également les modalités de réalisation à proprement parler des prestations. Sur ça, il y a un petit peu deux types d'acheteurs. On va dire l'acheteur qui a la possibilité de consacrer du temps au sourcing et qui va pouvoir effectivement vous rencontrer, et malheureusement l'acheteur qui soit n'aura pas le temps, soit parce qu'il est tout simplement beaucoup trop sollicité. Et là, on le disait rapidement, donc je ne reviens pas trop là-dessus, mais c'est là où il est important d'avoir des outils pour vous de communication, pouvoir engager des démarches commerciales, donc soit via un site internet, via des plaquettes, etc. Petite chose aussi, vous avez la possibilité, par exemple, auprès des grosses structures, je pense notamment au département, les fameuses boîtes noires d'Antoine, de pouvoir y accéder de deux façons en fait. Vous avez, on va dire, les services techniques, les services acheteurs, mais vous avez également souvent des directions ESS qui, elles, pour le coup, peut-être vous connaissent déjà. Donc, ça peut être aussi une façon un petit peu détournée de pouvoir vous rapprocher de la collectivité, parce que dans un certain nombre de collectivités, les directions échangent quand même entre elles. Et donc, vous pourrez ainsi avoir des passerelles et vous faire connaître par ce biais-là. Sans vouloir aller trop loin là, sur cette question-là et redire des choses qu'on a déjà dit, le sourcing, c'est le moyen de se faire connaître, de faire connaître vos conditions de réalisation et un petit peu, entre guillemets, de négocier ces futures conditions-là. Alors, je m'entends quand je dis ça, lorsqu'il y a une stratégie, on va dire, favorable à l'ESS et à l'achat dit responsable, il y a quand même un souhait de l'acheteur de s'engager sur ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous mettre des barrières, des bâtons dans les roues. Au contraire, c'est plutôt de faire en sorte que vous puissiez répondre et que vous puissiez ensuite réaliser les prestations. Donc, c'est à ce moment-là, je pense, qu'il est nécessaire de mettre carte sur table, d'être de bonne foi et d'être transparent sur votre façon de travailler. C'est là aussi essentiel pour pouvoir répondre en groupement, pour travailler avec l'acheteur sur soit comment vous allez vous organiser avec les autres opérateurs, si vous les connaissez déjà. Par exemple, sur une prestation de fourniture de denrées dans les cantines, ça peut être intéressant de proposer quelque chose qui soit global dans l'ESS, avoir une structure qui va faire de l'animation culturelle, par exemple, une structure qui fait un petit peu de maraîchage dans l'IAE et une structure adaptée qui va faire un petit peu de transformation. Donc là, vous avez besoin de faire connaître tout ça pour savoir quel va être le périmètre de l'achat et quels vont être ensuite les lots pour l'acheteur. Si vous ne connaissez pas des partenaires, donc là, il y a plusieurs possibilités. La première pour moi et qui est la plus évidente, c'est les réseaux. Vous faire connaître auprès de vos réseaux, rencontrer vos copains. Et déjà, c'est plutôt sympa. Et surtout, ça va vous permettre d'essayer de construire ces opportunités de répondre en groupement. Ensuite, la phase du sourcing vous permet de le faire en rencontrant les acheteurs, en disant « moi, je peux me positionner sur telle ou telle chose ». L'acheteur peut avoir une vision globale et vous dire « tiens, j'ai rencontré telle autre structure de l'ESS, telle entreprise dite conventionnelle, et il y a peut-être quelque chose à construire ensemble ». Et enfin, vous avez sur la plupart des plateformes un outil qui s'appelle la bourse à la co-traitance qui vous permet, soit sur un marché particulier, soit en amont de ce marché-là, de vous inscrire et de dire moi, je suis partant pour travailler avec d'autres personnes et pour répondre en co-traitance à un marché. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur la partie sourcing. Donc, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Ensuite, il y a à proprement parler la phase de la réponse. Là, pour moi, il y a 3 grosses choses à régler entre vous lorsque vous avez les différentes personnes dans le futur groupement. C'est le comment on va réaliser les prestations. Donc, pour moi, ça, c'est le fond, c'est-à-dire le projet collectif. Et c'est le plus important et c'est la base de départ. Vous devez ensuite vous mettre d'accord sur le prix et ensuite sur les questions administratives. Donc, sur le comment, et je vous conseille vraiment de commencer par là, c'est de savoir qui fait quoi, comment
quoi et où. Donc, soit de vous répartir territorialement un marché, soit de vous répartir en termes de type de prestation. Mais c'est le plus simple d'aborder d'abord la question du groupement sous cet angle-là, parce que déjà, c'est ce qui va conditionner le fait que vous répondiez, que vous obteniez le marché et que vous puissiez ensuite le réaliser. Et c'est surtout ce qui fait un petit peu commun, puisque après, là où ça va être potentiellement un petit peu plus tendu, ça va être de se poser la question du prix et des responsabilités administratives. Donc déjà, commencez par le fond, du qui fait quoi et où. Ensuite, vous mettre d'accord sur un prix. C'est finalement pas si compliqué que ça. Ça demande d'abord aux structures de l'ESS de maîtriser et de connaître ses coûts de production, de réalisation, et ensuite de pouvoir établir un prix. Donc ça, sur ça, vous avez aussi des accompagnements qui existent dans les réseaux et des formations, mais c'est essentiel pour moi que vous puissiez maîtriser d'abord vos coûts pour pouvoir discuter aussi librement et en toute bonne foi. Je crois que là, c'est le mot phare en fait, en transparence avec les autres membres du groupement. Et ensuite, vous avez, je dirais, c'est pas moins important, mais les choses qui sont peut-être à voir en dernier, la partie administrative. Donc, faire le choix sur le mode de groupement et ensuite sur savoir comment on se partage les responsabilités au sein du groupement. Sur ça, en fait, vous allez avoir plusieurs choses à réaliser, c'est-à-dire, par exemple, réaliser un mémoire technique, rédiger, en tout cas, compléter les pièces administratives et ensuite savoir qui va effectivement déposer la réponse, donc le pli dématérialisé sur la plateforme. Donc, tout ça, c'est des tâches à se partager et moi, je vous invite à essayer de le faire justement sous la forme plutôt du partage. Sur le reste de la partie administrative, vous allez devoir faire le choix dans un groupement entre la co-traitance et la sous-traitance. Donc là, c'est assez simple en fait dans la façon, dans les différences entre les deux. Quand vous êtes co-traitant, vous êtes un petit peu tous sur la même ligne. Vous êtes tous égaux, vous êtes partenaires à proprement parler. Je néglige pas la sous-traitance, ça peut être très intéressant, mais je trouve que ce n'est pas tout à fait la même philosophie de travail. Et ce n'est pas la même philosophie aussi et la même image que vous donnez aux donneurs. Donc, co-traitance, vous partagez les différents types de prestations. Vous avez un égal accès, entre guillemets, à l'acheteur, ce qui n'empêche pas qu'il puisse n'avoir qu'un interlocuteur. Et vous avez droit au paiement direct de l'ensemble des prestations que vous réalisez dans ce cadre-là. Ensuite, sous-traitance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a un opérateur qui répond à proprement parler au marché et qui va ensuite chercher des sous-traitants pour réaliser des prestations. Là aussi, les sous-traitants peuvent avoir droit au paiement direct, mais il faut en faire la demande et prévenir l'acheteur de l'existence de ces sous-traitants, soit en amont du marché, dans la réponse, soit ensuite vous avez la possibilité de les déclarer plus tard. Vous avez encore une autre petite chose qu'il faut régler, c'est de savoir si votre groupement est solidaire ou non solidaire. Là, encore une fois, moi j'ai plutôt une position de principe sur ça. Pour moi, il y a une image que vous donnez lorsque vous choisissez d'être solidaire ou non solidaire, et une image qui correspond aussi peut-être un petit peu à la philosophie de l'ESS. La solidarité implique que l'ensemble des co-traitants du groupement s'engagent à la réalisation des prestations. Donc, ça veut dire que s'il y a un co-traitant qui est défaillant, les autres doivent pouvoir réaliser les prestations. Évidemment, ça peut paraître plus, plus serein pour vous d'être sur une logique de non-solidarité. En revanche, il faut aussi vous dire que ça peut être un élément qui est rassurant pour l'acheteur de savoir que l'ensemble des personnes s'engagent. Et enfin, je pense aussi que ça peut être important pour les structures de l'ESS d'être sur une logique de groupement et en solidarité, parce que sur un marché long, et ça peut être intéressant d'aller chercher ça pour avoir de la pérennisation sur vos modèles éco, sur un marché long, ça vous permet de vous dire si à un moment donné, je ne peux pas réaliser la prestation parce que j'ai mon carnet de commandes qui est trop plein, parce que j'ai un problème d'équipe ou autre, vous savez que vous pouvez compter aussi sur les collègues. Enfin, j'en finirai par là, et ce n'est pas très long, la question de l'exécution, donc dans le cœur du marché. Là, c'est de savoir comment effectivement vous allez vous organiser pour la réalisation, mais aussi dans les échanges au quotidien avec l'acheteur et avec les prescripteurs, avec les services techniques. Donc là, les choses à régler, c'est de savoir s'il y a un interlocuteur unique et qui répartit ensuite, par exemple, les bons de commande en fonction sur le groupement, ou alors est-ce qu'il y a un interlocuteur qui est bien identifié pour telle prestation, un interlocuteur sur tel territoire, etc. Ça, c'est des choses à travailler avec le donneur d'ordre, soit en amont, soit dans le cadre de votre mémoire technique, qui peuvent être imposées aussi par l'acheteur. Et ensuite, je dirais que l'autre phase, et
paraît essentiel, c'est de pouvoir faire un bilan, en fait, à la fois sur la réalisation des prestations que vous avez faites, donc pouvoir démontrer qu'en fait, vous savez bien réaliser ces prestations au même titre qu'un opérateur dit classique. Et ensuite, ce qu'il faudrait réussir à valoriser, c'est l'impact, donc les externalités positives qui se dégagent en fait de ce marché et qui font que l'acheteur va s'engager sur un achat responsable à long terme, sur cette stratégie d'achat-là, et qui fait aussi la différence par rapport aux opérateurs conventionnels. C'est-à-dire que vous apportez un plus sur votre territoire pour l'environnement ou pour l'inclusion de personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi ou dans ces situations un petit peu compliquées. Donc, même si ce n'est pas demandé par l'acheteur, d'essayer de démontrer que vous avez apporté quelque chose de supplémentaire à l'achat et à la réalisation de la prestation, ça me paraît être essentiel pour nouer une relation de partenariat à long terme avec l'acheteur. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, même si je ne suis pas rentré dans tous les détails techniques de comment on répond. Si vous avez des questions, on reste à votre disposition. On peut déjà y répondre un petit peu. Et pour les questions un petit peu plus techniques, administratives, voilà, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous par la suite. Et vous avez parfois sur les sites des réseaux aussi des petites aides. Vous pouvez aller les choper, par exemple, même si vous n'êtes pas adhérent d'INAE, sur le site d'INAE, une espèce d'aide de réponse au marché dématérialisé, une aide pas à pas. Vous pouvez retrouver ça aussi parfois sur des plateformes de marché. Il ne faut pas hésiter à aller chercher l'info comme ça. Merci Guillaume, c'était très clair, en tout cas, sur les 3 éléments clés pour répondre en groupement ou collectivement. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions parmi vous. Alors, c'est bien beau tout ça de répondre individuellement et collectivement, mais finalement, vu le temps passé, quels sont les avantages finalement, Michael et Bruno, de répondre à un marché? Vous nous entendez? Tout à fait, oui, pas de souci. Effectivement, il y a quand même des avantages à venir vers la commande publique, même si effectivement, au premier abord, ça peut être effectivement faire un petit peu peur par rapport à la somme des documents. Et comme on le disait, plus fort, Michael, s'il te plaît. Ouais, il faut aussi penser aux achats de moins de 40 000 euros et c'est là où ça peut permettre aussi de rentrer plus facilement. En tout cas, il y a des avantages à rentrer à la commande publique. C'est la transparence du contrat. Alors, effectivement, l'ensemble des éléments du contrat sont clairs et rédigés dès la signature. Il y a une visibilité aussi sur l'activité, notamment en termes de durée, où si on est sur des marchés à bon de commande, on pouvait voir là, comme l'entretien ou en tout cas, c'est des marchés généralement qui sont sur une durée de 4 ans. Hein. On n'est pas que sur une durée d'1 an. Et c'est vrai que ça quand même vous donne de la visibilité sur vos activités et surtout un volume de contrat. Donc, il y a quand même, c'est quand même important pour structurer votre activité. Et puis, même effectivement, s'il y a la question de la solidité, c'est-à-dire faire une prestation, oui, mais être sûr d'être garanti d'être payé, c'est quand même important. Alors, on pourra nous parler du délai de paiement. Le délai global est bien de 30 jours maximum. On est en dessous. Hein. Et en tout cas, je parle pour le département, hein, on est en dessous des 30 jours sur le délai global de paiement. Et aussi, il y a la question des avances. Alors là, je parle pour nous, mais ça a été aussi la volonté, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, de favoriser l'accès aux avances. Et par exemple, pour le département, on a augmenté le taux d'avance à 30%, quel que soit le montant du marché, et sans garantie à la première. Vas-y, c'est bon. Oui, du coup, oui, on a eu un petit souci technique. On a été déconnecté. Et donc, effectivement, je parlais des avances et juste pour donner l'exemple du département, on est effectivement sur des taux d'avance. Un taux d'avance à 30% sans garantie à première demande. Hein, ce qui effectivement en tout cas, était une vraie volonté du département d'accompagner les entreprises. J'ai vu une question sur le chat. Oui. Les achats de moins de 40 000, on est d'accord qu'on n'a aucun moyen de les connaître, à part d'être les petits papiers acheteurs. Non,
Non. On pourrait retourner sur la plateforme AWS ou sur le BOMP. En tout cas, pour le département, on publie nos achats à partir de 25 000 € sur AWS et sur le BOMP. Alors, pardon, juste parce que Voilà. effectivement, Donc, c'est une politique au niveau du département, mais vous avez un petit peu raison, Margot. Il n'y a pas, en tout cas, d'obligation pour l'acheteur de publier ce marché-là. Par contre, Mais la pratique souvent réalisée, c'est d'envoyer des demandes de devis. D'où l'intérêt en amont de faire connaître votre offre pour qu'on pense à vous quand on fait une demande de devis. Souvent, il faut voir les pratiques. On envoie trois demandes de devis. Et là, c'est important que vous soyez effectivement identifié. Donc, le côté petit papier, c'est plutôt être connu, effectivement. Donc, soit vous êtes référencé sur des plateformes comme Carteco, comme montrait Nicolas tout à l'heure, parce que vous êtes dans l'économie circulaire, parce que vous êtes dans les annuaires des réseaux, parce que vous avez envoyé votre plaquette, vous êtes allé sur des salons, enfin, tout ce qu'on a pu voir avant. Pour du coup, peut-être compléter, pour venir dans le même sens, hein, la réglementation, effectivement, n'oblige pas à faire une publicité, une mise en concurrence. Par contre, on est bien sur les principes de la commande publique, hein, la liberté d'accès, l'égalité. Et ça, l'acheteur a l'obligation par le sourcing, de connaître son marché fournisseur et de pouvoir justifier pourquoi il a choisi telle ou telle entreprise. Et surtout de justifier pourquoi il a choisi toujours la même entreprise. Donc, c'est pas non plus la liberté. Je prends effectivement, je suis dans les petits papiers de l'acheteur. Il y a quand même une question de rendre compte et une obligation, notamment vis-à-vis des élus, de rendre compte et des citoyens, parce que la plupart de ces achats-là font l'objet de publications a posteriori. Mais en tout cas, effectivement, l'idée, c'est quand même, en tout cas, je parle pour nous, mais je pense que c'est quand même les acheteurs les principaux, même si on pourrait être vu effectivement comme assez peu communicants. En tout cas, il y a un accès à la commande publique qui est donné et une transparence, en tout cas, qui est réelle. Mais on en revient toujours à la question, c'est se faire connaître. C'est pour ça qu'on parlait des espressos, je pense qu'on finira là-dessus, mais c'est important de venir rencontrer les acheteurs, mais aussi les opérationnels, parce que notre but, c'est aussi de faire venir les opérationnels pour que vous les rencontriez. En tout cas, on va peut-être effectivement enchaîner sur les nouvelles obligations de la commande publique et qui sont favorables à l'ESS. Parce qu'effectivement, pour nous, on pourrait dire que c'est des contraintes, mais en tout cas, c'est des obligations qui sont pour nous, mais qui vont vous être favorables. Et vous avez des vraies opportunités à prendre sur les années qui viennent. Alors effectivement, on a la commande publique, comme je disais, on revient à ce que disait Anne, c'est quand même 8% du PIB, c'est quand même un levier très important des politiques publiques. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Et un certain nombre de lois sont venues effectivement imposer aux acheteurs de respecter certaines règles. On peut le voir avec la loi Egalim, 50% d'achats durables, dont 20% de produits bio. La loi AGEC, on va juste faire un petit focus après, qui est sur le gaspillage et pour l'économie circulaire. La loi ASAP, qui justement a permis de faire des marchés réservés qui sont à la fois pour l'insertion et le handicap, une vraie modification pour le secteur de l'ESS, et la loi effectivement climat et résilience qui a introduit des obligations fortes pour les acheteurs, notamment sur la prise en compte des objectifs de développement durable dans les exigences techniques. Donc voilà. Alors en plus des modifications de la loi, il y a eu le plan national des achats durables, donc, qui n'est pas encore publié, mais on en connaît en tout cas les grandes lignes. Qui a des objectifs qui sont très ambitieux, puisque sur la partie environnementale, on était sur 30% de marché ayant une considération environnementale, on va passer à 100% d'ici 2025. Et sur les marchés notifiés en cours d'année qui sont à une considération sociale, on passe de 25 à 30%. La marche est très importante et va nécessiter forcément que les acheteurs
travaille sur l'environnement et sur le social, et donc forcément se tourne sur les structures de l'ESS. Malgré, et pourtant on est un des départements qui est, disons, très en avance sur la partie sociale, aujourd'hui, on est à 18,7% de marché ayant une cause sociale. Donc la marge, on a une marge de manœuvre qui est encore, une marche à passer pour aller jusqu'aux 30%. On va aussi s'en donner les moyens parce qu'on a ce que disait Anne, on a un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables qui est en cours d'étude auprès de nos élus et effectivement qui va nous donner la feuille de route pour arriver à ces objectifs. Et ces objectifs, forcément, ça veut dire qu'on va aller vers les entreprises de l'ESS et forcément qu'on va aussi s'appuyer sur les têtes de réseau parce que c'est des ambitions fortes. Mais c'est aussi des ambitions de tous les acheteurs, c'est-à-dire c'est pas seulement les collectivités, c'est aussi les hôpitaux, c'est l'État. Donc, il va y avoir quand même un impact fort. Donc, il y a des opportunités qui vont arriver et qui vont se développer et qu'il va falloir arriver à saisir. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce travail avec la CRES, INAE et 3AR pour venir aussi vers vous. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de demander ou de juger une entreprise par rapport aux actions qu'elle met en interne en termes de développement durable. En fait, on ne peut pas être exigeant envers l'entreprise, on est exigeant envers ce qu'elle va produire. La RSE, par exemple, ne rentre pas dans le cadre des exigences en termes de développement durable ou de voilà. Donc, oui, c'est… Michael, tu voulais continuer? Non, mais si, je ne sais pas, il y avait une intervention peut-être. Peut-être. Il y a les petits papiers, ce n'est pas une accusation de copinage, mais effectivement d'être bien connu. Merci Margot. Non, mais c'était, ne vous inquiétez pas, on l'avait bien pris comme ça. Et non, l'idée, c'est une question de transparence et ce n'est pas toujours évident aussi nous-mêmes de pouvoir bien communiquer vis-à-vis de toutes les entreprises, que ce soit le secteur de la CES ou les autres, le secteur marchand. Pour poursuivre, c'était un petit focus pareil sur, on parlait tout à l'heure de la loi AGEC, donc la loi relative au gaspillage pour l'économie circulaire, pour dire qu'effectivement, on a des contraintes et là aussi qui sont des opportunités, c'est-à-dire que il y a l'article 58 qui oblige effectivement les acheteurs à aller vers le réemploi, la réutilisation et l'utilisation de matières recyclées. Et c'est devenu une manière très détaillée et opérationnelle, puisqu'effectivement, si tu passes à la slide suivante, on va pouvoir voir qu'on va arriver sur on a la loi, le décret du coup d'application, et aller très loin, puisqu'il y a 17 catégories de fournitures où on va être imposé sur le mobilier bureau, par exemple, à avoir 20% de produits réemployés. Donc, ça veut dire effectivement des bureaux qui sont en état, qui ne nécessitent pas forcément un reconditionnement particulier, mais on devra avoir l'obligation d'avoir 20% de produits réemployés. Réutiliser ces produits qui nécessitent d'être un peu plus reconditionnés, mais on voit bien que sur 17 catégories, on a des obligations qui sont pour nous depuis cette année 2021 et sur lesquelles on est quand même sans doute sur des secteurs où l'économie sociale et solidaire peut aller. On parle des vêtements et articles chaussants, pareil, 20% de produits réemployés et réutilisés. On a des vraies questions, nous, qu'on peut se poser, par exemple, sur les vêtements de travail. Donc, il y a des secteurs sur lesquels l'ESS peut se développer et où nous, on cherche une offre. Voilà. Donc là, c'est pareil, on en revient à la question du réseau. Nous, on a un besoin, on a peut-être une offre qui n'existe pas ou qui est balbutiante, et c'est tout l'intérêt que nous, on s'appuie aussi sur des têtes de réseau pour effectivement faire émerger cette offre. On a pu avoir des échanges avec certaines têtes de réseau parce qu'effectivement, on avait un besoin, on ne connaissait pas ou peu l'offre, et effectivement, on s'est appuyé sur la tête de réseau pour voir si c'était quelque chose qui pouvait
se développer, comment ça pouvait se développer. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui, et encore plus demain, il y a des vraies opportunités à prendre par les entreprises de l'ESS. Merci Mickaël et Bruno pour voilà, sur les contraintes des acheteurs. Pour nous, c'est important d'avoir ce temps avec vous là, autour de l'ESS et puis alors les services de la commande publique du département et les services ESS. On parlait tout à l'heure des services ESS, de se rapprocher des services ESS, donc par Cécile et Evra, que vous pouvez aussi solliciter. Mais bon, là, vous avez l'ensemble des parties prenantes concernant la commande publique. Donc, je pense que c'est important voilà, que vous puissiez avoir des visages sur ces sujets-là. Pardon. Je ne sais pas si vous avez On en arrive à la fin. Hein. Il y a beaucoup d'informations qui vous sont parvenues. On va vous envoyer l'ensemble des documents. Sachant qu'il y a eu un enregistrement, donc vous pouvez revoir en replay certaines parties. Est-ce qu'il y a des questions ou des retours d'expérience que vous voulez apporter au débat là, ce matin? Ça va, vous n'a pas trop assommé par… Non, c'est nouveau Antoine. Clairement, moi j'attends le nouveau texte avec envie parce que pour moi, l'expérience que j'ai dans les marchés publics, c'est la seule manière de passer, c'est les prix. Et il y a comme ce sont des marchés qui sont entre guillemets sécurisés avec une sécurité de paiement, tous les acteurs ont tendance à casser les prix et c'est quasiment pas rentable. Donc, c'est extrêmement dur et difficile de gagner un marché et qu'on veut gagner, il n'y a que le prix qui intéresse et on est obligé de vendre à perdre. Mais c'est bien dommage. Vous voulez peut-être réagir? Après, ça dépend en fait. Je ne sais pas, Antoine, si vous parlez, par exemple, parce que je sais que ça peut se produire parfois, la concurrence aussi entre les structures de l'ESS. Non, c'est en dehors de l'ESS, non. D'accord, parce que je sais que il y a parfois ça se fait aussi. Et après, quand effectivement c'est ouvert à l'ensemble des opérateurs, c'est d'où l'intérêt de pouvoir travailler vraiment sur le sourcing et de travailler aussi avec d'abord l'échelon politique. On le disait tout à l'heure, avant d'être mis en œuvre par les acheteurs et par les services, c'est d'abord un choix d'action politique, une stratégie d'achat pour avoir ces achats responsables-là. Et du coup, je suis entièrement d'accord. Mais je donne un exemple. La MDPH a lancé il y a eu un marché MDPH qui était ouvert en mai, donc la Maison des personnes en situation de handicap, sans aucune clause sociale. J'ai envie de dire quelle honte. Quelle honte. Alors, ils ne sont pas adhérents aux 3 R, monsieur Coton, à mon oreillette. Non, mais effectivement, c'est là où vous avez effectivement intérêt à identifier les acheteurs qui sont engagés déjà vers des démarches qui sont, vers lesquelles qui vont être intéressés par votre offre, par votre plus-value sociale, votre plus-value environnementale. Et notamment, donc, par rapport à ce qu'on sait, c'est les identifier parce qu'ils sont dans des réseaux, parce qu'ils font l'effort, comme fait le département, de venir vers vous, d'organiser des temps ESS dédiés. Moi, je trouve que c'est un bel exemple, en fait, c'est un beau signal. Oui, je suis opérationnel, vous allez regarder les règlements de consultation, vous regardez les critères. C'est là que vous verrez, en fait, vers où va l'intérêt de l'acheteur. Non, je suis un peu revendicatif, je suis désolé, mais… Oui, on est là pour ça. Mais l'exemple de la MDPH, ils ont sélectionné un prestataire à Lille, je trouve ça aberrant. Voilà, donc, et je viens de recevoir la réponse, c'est pour ça que je suis assez vocal aujourd'hui. Sans peut-être intervenir sur ce dossier en particulier, sur lequel on est directement concerné. Il faut voir aussi que malgré qu'on ait des grosses structures comme le département, il y a une vraie question effectivement de recensement des marchés dans nos structures, d'identification des marchés qui sont à enjeu et typiquement la structuration des SPASER de deuxième génération, parce qu'on arrive sur notre deuxième SPASER, c'est la question d'identification des marchés et effectivement très en amont, pour nous en interne, de dire tel ou tel marché devra prendre en compte des éléments sociaux et environnementaux.
les obligations, là, dont je vous parlais tout à l'heure, de 30% de considération sociale et 100% d'environnemental, vont forcément changer notre manière de travailler et va les changer dès maintenant. Enfin, juste pour vous donner l'exemple en termes d'organisation chez nous en interne, les marchés qui sont recensés sur 2022 et 2023 vont faire l'objet d'une étude de manière transversale avec la direction de l'insertion et de l'inclusion chez nous et la direction de l'environnement. Voilà, avec les directions opérationnelles. Donc, nous aussi, on se structure. Oui, on a des loupés, clairement, mais on se structure pour que demain, on puisse répondre de nos obligations et puis, effectivement, que vous en soyez, enfin, que les choix, en tout cas, on ne se retrouve pas dans des situations comme celles que vous décrivez. Merci, j'apprécie la démarche d'aujourd'hui. Très bien. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Antoine, on vous invite, donc on va essayer donc ça va être possible de revoir cet enregistrement. On va vous envoyer l'ensemble des documents qui ont été présentés. Voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, on vous donne rendez-vous. Alors, je sais qu'il y en a qui se sont inscrits, mais n'hésitez pas à relayer l'information. On vous donne rendez-vous déjà le 3 décembre. Donc, ce sera en présentiel, si les conditions sanitaires le permettent. Donc, des espressos en présentiel, ça fait quasiment 3 ans que je n'en ai pas organisé. On va y arriver. C'est toujours un bon moyen de se retrouver. Voilà, c'est 5 entretiens d'une demi-heure avec des acheteurs publics ou d'autres structures de l'ESS d'ailleurs. Mais là, du coup, ce serait l'idée des acheteurs et des entreprises que vous représentez. Alors, l'invitation pour le prochain Espresso, alors voilà, ça va être, c'est en cours. On n'a pas encore lancé l'invitation, le formulaire. C'est toute une organisation, mais d'ici le début octobre, je vais m'engager pour vous envoyer le formulaire d'inscription. Donc, les Espresso, vous allez, donc nous, on a un logiciel. Il faut s'inscrire, il faut présenter l'ensemble des caractéristiques de votre entreprise pour que du coup, là, et on en parlait tout à l'heure, pour que les acheteurs qui vont voir le catalogue à un moment donné, qui vont s'inscrire également, puissent choisir des entretiens. Mais vous également, vous pouvez aussi choisir des entretiens. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un matching pour permettre la mise en place de ces entretiens. Donc, le vendredi 3 décembre prochain, le matin, dans les locaux du département. Donc, à Mériadec. Ne vous trompez pas de porte. N'allez pas faire du badminton, mais allez plutôt dans les locaux de l'immeuble Gironde. Et donc, ça se déroulera là de 8h30 à 12h30 décembre, mais on est en pleine organisation. Et on aura du café équitable? On aura du café équitable et des viennoiseries, de la boulangerie qui est à 50 mètres du point commun, normalement, pour que cela reste local. Donc voilà, on va vous envoyer d'ici les 2-3 semaines qui arrivent ces informations-là. Je rappelle quand même, pour nous à la CRES, notre événement ultra important, on est sur le Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale qui aura lieu du 19 au 21 octobre prochain à Niort. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations, vous allez sur le site www.forum-ess.fr. Je vous le mets dans la discussion. Si vous voulez vous rendre à Niort, faire partie des 2000 professionnels qui se regroupent, c'est un peu notre actualité phare. Et puis sinon, pour nous laisser un petit retour sur ce qui s'est passé là depuis 10 heures, je vous invite à aller dans le fil de discussion et nous mettre 1 ou 2 mots de retour de ce que vous avez pensé de cette séance de sensibilisation, d'information sur la commande publique et l'ESS. Voilà, je remercie Cécile, Mickaël et Bruno du département, ainsi que Guillaume Dinaé et Anne du 3AR. Et on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt. Au revoir tout le monde, merci de votre présence. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous.